Et bonjour les amis, une petite vidéo dans la continuité des deux précédentes sur les, sur les secrets de Tiama. J'ai eu beaucoup d'encouragement et ça fait toujours plaisir. Et j'ai quelqu'un qui m'a envoyé une liste de questions qui était préparée depuis un petit moment. Une partie des réponses se trouvait dans la vidéo. Des questions assez précises finalement, des questions qu'on s'est tous posées probablement quand on a acheté nos premiers bateaux, quand on a commencé à naviguer, quand on a commencé à vivre sur nos bateaux ou à les équiper. Et plutôt que de lui faire une réponse par écrit, ce que j'avais initialement prévu, je me suis dit, finalement ces questions nous concernent presque tous. Ce que je peux donner comme réponse par retour d'expérience personnelle, eh ben, je vais le tourner et puis je vais publier la vidéo et on verra, ça pourra peut-être servir à quelqu'un. Donc voici la première série de questions et de réponses. Comme cette vidéo était un peu longue, en fait au total à peu près 1 heure, j'ai décidé de la couper en deux. Donc vous regardez aujourd'hui la première partie, la deuxième partie arrivera bientôt. Bon visionnage! Les premières questions d'Antoine, puisque cette personne se prénomme Antoine, les premières questions portent sur la garde-robe. Je vous lis la première question et puis je donnerai la réponse, certains la connaissent déjà, je donnerai la réponse par la suite. Donc SPI asymétrique ou symétrique? Grande question. Hein. Comme nous allons naviguer la plupart du temps comme vous en équipage réduit, je suis assez fan de configuration simple. Et moi aussi, hein, vous le savez. Je privilégie autant que possible une grande voile affalée et un SPI symétrique dont la coupe me permettra une variation d'angle de route de plus ou moins 30 degrés. C'est ce que nous avons sur Tiama, puisque notre SPI symétrique nous permet de naviguer à 150 degrés de part et d'autre du vent. J'achèterai éventuellement un asymétrique, mais bien plus tard, une fois mon programme de navigation un peu plus affiné. J'ai aussi un code 0. Question: vous êtes-vous souvent servi de votre asymétrique sur cette route type alizé? Et à refaire, quelle voile d'avant vous choisiriez? Un symétrique, une Oxley, un asymétrique, une panoplie complète, etc. La réponse elle va être assez simple, puisque j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Nous avons fait toute la transat, ou quasiment toute la transat, sous le SPI symétrique. C'est un SPI de brise, il doit faire 160 ou 180 mètres carrés, quelque chose comme ça. Il est en Stormlight, c'est-à-dire en toile de SPI épaisse, 1,5 fois, presque 2 fois l'épaisseur d'une toile de SPI normale. On peut le tenir par vent arrière, par plein vent arrière, jusqu'à donc on va dire 15 nœuds de vent apparent, mais en gros 25-30 nœuds de vent réel en vent arrière. C'est pas mal, ça navigue bien, c'est très confortable à utiliser. Et nous avons fait le choix, contrairement aux préconisations d'outre-mer, nous avons fait le choix de naviguer dans ce cas-là sans la grand voile. Nous avons aussi un code 0. Nous n'avons pas choisi le SPI symétrique. À la base, quand nous sommes partis, nous n'étions pas vraiment des marins et nous avons un peu progressé, mais pas beaucoup. Le SPI symétrique sur un bateau comme le nôtre, il fait presque 250 mètres carrés, c'est très très grand. Ça développe énormément de puissance, ça peut naviguer dans peu de vent. Ça nécessite un réglage fin pour ne pas être endommagé ou sous-utilisé. Il faut une vraie expérience, une vraie compétence que nous n'avions pas et que nous n'avons toujours pas, faute d'avoir ce type de voile. Donc pour la navigation alizée au portant, le SPI symétrique a été notre choix. J'avais fait un autre choix, vous le savez si vous avez vu nos vidéos quand on est parti de Gibraltar. J'avais commandé une Oxley. Une Oxley, c'est un parasailor, c'est comme un SPI symétrique avec une fente au milieu et un profil autoporteur comme un parapente qui maintient la voile gonflée à peu près quel que soit le vent. C'est très pratique à utiliser, la nôtre était très jolie. J'avais pris le modèle qui supporte un peu plus de vent que le modèle de base chez Oxley, donc j'avais choisi la Bora plutôt que la Levante. On a navigué de Gibraltar jusqu'au Cap-Vert avec, c'était un vrai plaisir, très agréable à utiliser. Des angles de vent plus polyvalents, en théorie, selon la vitesse du vent, on peut la porter jusqu'au vent de travers, voire un tout petit peu moins d'après le constructeur, et on peut la porter jusqu'à, en vent réel, 25-30 nœuds. Il se trouve que c'est faux. J'ai repris les calculs puisque nous avons détruit notre voile en quittant le Cap-Vert. Au bout de 1 heure de navigation, elle s'est déchirée de haut en bas.
le long des coutures et on a perdu la voile. Donc ces voiles-là sont excellentes, sont très très bien, mais par petit temps. Ne croyez pas ce que les constructeurs vous disent. Au-delà de 15 nœuds de vent apparent, laissez tomber. Même si on vous dit qu'elle peut tenir 20, 25, 30 nœuds, c'est pas vrai. C'est de la petite toile, les coutures sont fines, elles ne sont pas renforcées. Mais j'avais choisi ça comme voile, je pensais faire la transat avec, je ne l'ai pas fait. Voilà pour notre garde-robe, spi symétrique. La Oxley, elle est passée en pertes et profits, et pas de spi asymétrique. C'est un très bon choix, mais il est trop technique pour nous. Une autre question toujours d'Antoine, puisque je n'ai que des questions d'Antoine ici. Latte, est-ce que vous avez une grande latte de secours au cas où l'une d'elles casse dans un empannage par exemple, ou dès que le vent monte un peu trop en vent arrière, est-ce que vous affalez de toute façon? Oui, j'ai emporté une grande latte, ce sont des lattes en fibre de verre que nous avons sur Tiama. J'ai emporté la plus grande qui soit, ce qui fait que si j'en ai une qui casse à un moment donné, je pourrais la couper et la remplacer. C'est pas très compliqué, j'aurais pas besoin d'aller à terre ou à marina pour ça, ça servira probablement jamais. Il se trouve que pour les empannages, nous faisons en sorte de jamais avoir d'empannage sauvage, intempestif, où le bateau change de bord tout seul. Les empannages, on navigue toujours avec des angles de vent assez lointains quand on n'est pas sous le spi symétrique. On navigue toujours au portant avec des vents assez grands, des angles assez grands pour ne pas risquer un empannage. Et la baume est tenue avec les retenues de baume pour ne pas passer de côté. Quand on a un empannage à faire, c'est nous qui le choisissons, auquel cas on libère la retenue de baume. Je recentre la baume pour la grand voile, je l'aborde pour qu'elle soit un peu plus à plat, on envoie la manœuvre. Il nous arrive de rater, mais bon, on envoie la manœuvre. Au fur et à mesure qu'on tourne, on libère la grand voile, on déplace le chariot de l'autre côté. Une fois que c'est fait, la grand voile est de l'autre côté, on reprend l'autre retenue de baume, ce qui fait qu'on n'a pas de problème avec les lattes. On ne peut pas les casser sur une manœuvre mal faite. Mais oui, dans tous les cas, dans le doute, j'ai une latte de rechange. Antoine, dont je vous lis les questions, a déjà eu un bateau, c'est un marin, il fait construire un catamaran en Afrique du Sud. Donc une partie de ces questions sont aussi des questions liées à sa propre expérience et au retour d'expérience que nous avons sur Tiama. Par exemple, je vous lis la question. J'ai toujours eu des problèmes de chafing, donc de ragage, sur les drisses de spi et de code 0. Sur mon nouveau bateau, je vais prendre un système de self-locking, un système d'accroche automatique, de type Carver KMH10 external. Je vous laisserai regarder sur internet ce dont il s'agit. C'est un système qui, une fois la voile envoyée et étarquée, la drisse est bloquée, enfin la voile est bloquée automatiquement et on peut libérer totalement la tension dans la drisse. Ce qui permet d'avoir une drisse simplement pour envoyer la voile et qui n'a pas besoin de rester en charge pendant la navigation. Et ça permet également d'éviter de maintenir trop longtemps la compression sur le mât, par exemple. Je poursuis la question. Ce système est courant sur les bateaux de course, c'est un peu cher mais présente de très nombreux avantages. Avez-vous pensé à cette option pour Tiama? Alors clairement non, moi à la base je ne suis pas marin, je ne suis pas régatier. Quand on est parti on avait peu d'expérience de navigation et encore moins d'expérience de gréement ou d'équipement de bateau. Les choix que nous avons faits, on les a faits parmi ce que nous a proposé le chantier Outre-mer et les gréeurs qui se sont occupés du bateau. Avec l'expérience, alors nous avons un mât en carbone qui est extrêmement solide et extrêmement léger et qui peut tenir la charge sans aucun problème. De ce côté-là, je n'ai pas d'inquiétude. Je fais partie de ces gens qui considèrent que plus les choses sont simples, mieux c'est, bien que sur Tiama, j'ai fait des choix qui vont à l'encontre de ça. Et donc installer un système qui auto-accroche la voile en hauteur, comme sur un bateau de course, pour libérer la charge de la drisse, c'est bien, mais c'est un système de trop à mes yeux. C'est un très bon choix. Je ne l'ai pas fait, il faudrait modifier le mât pour le faire installer sur Tiama, je n'ai pas envie de le faire. C'est pas une question d'argent, c'est une question de nous n'en avons pas l'utilité. Si quelqu'un connaît bien le système, ça peut être pertinent, c'est pas un choix que j'ai fait. Pour le ragage sur les drisses, ça oui,
En revanche, c'est un problème que nous avons tous, chez Outremer en particulier, puisque nos drisses et une partie de nos écoutes supportent des charges considérables. Et la casse de certaines drisses ou de certaines écoutes sur les catamarans de performance comme les Outremer, c'est quelque chose de relativement courant. Relativement, parce que c'est pas tout le temps bien sûr. La solution que nous avons adoptée, en fait, c'est quand on a commandé Tiama, il y a eu des retours d'expérience de quelques propriétaires pour lesquels la drisse de spi ou certaines écoutes ou la drisse de grand voile avait lâché en cours de navigation de la croisière de prise en main, et ils étaient bien embêtés et ils avaient demandé à faire améliorer le système. Eh bien, je vous montre ce qui a été fait pour nous et ce qui est désormais en standard, ce que je vous conseille de faire ou de faire sur votre bateau. Ça coûte pas très cher et c'est très bien. Bon, ici c'est l'émerillon Nexus 6,5 Pro Furl qui nous sert pour le spi symétrique justement. Voilà, ça c'est sa drisse. Sa drisse a été surgainée avec une surgaine d'Inima dès la livraison du bateau. Alors, comme on peut le voir, la surgaine a déjà été un petit peu abîmée. La drisse a déjà été mise en forme quand la voile était arquée. Ça a déjà frotté de partout. Mais ça ne cassera pas. Le cordage dedans, la drisse réelle, c'est ça. C'est du Dyneema gainé Technora, c'est du 10 ou du 12. Donc c'est extrêmement résistant. D'avoir mis une surgaine donne une épaisseur et une résistance considérable au système. Et notre drisse de grand voile, la drisse de spi, la drisse de Côte Zéro sont toutes surgainées. Oui, toutes ces drisses sont toutes surgainées. Je vous le conseille fortement. Partout où vous avez un cordage sur lequel il y a un ragage un peu important qui frotte, tant que c'est sur une poulie, en soi, c'est pas forcément très gênant. Quand c'est sur un pontet comme ce que nous avons nous en tête de mât à la sortie des drisses de spi, un pontet plastique solide sur lequel la drisse passe à travers et ensuite elle est reprise en charge pour tenir la voile. Là, ça fait un frottement certain. Faites poser des surgaines ou faites-le vous-même si vous êtes amateur de matelotage. Ça va prolonger très nettement la vie de vos cordages, ça évitera de les changer. Une drisse d'Inima gainée Technora comme ça, en 10 ou 12, ça va tourner autour de 10 ou 12 euros le mètre linéaire. En cas de ça casse, on n'est pas très content de la raccourcir, parfois c'est un peu short, et on n'est pas très content d'en racheter. Tiens, tant qu'on est dans les cordages, une petite question complémentaire sur les filières. Sur les filières, de chaque côté de Tiama, on a des petites portes qui permettent de débarquer latéralement sur le bateau. Je vous montre et je vous détaille. La question étant la suivante. Les petites portes sur le côté, est-ce que vous vous en servez ou le pont est-il trop haut à quai? Et de toute façon, l'accès par les jupes suffise-t-il? J'hésite encore. Ma réponse tout de suite, c'est faut pas hésiter, c'est utile, on s'en sert souvent selon comment on est installé en marina ou à quai pour faire le plein du bateau. Je vous montre. Voilà, les portes en question, ce sont ces deux parties-là. Ça, ce sont nos lignes, nos filières. Elles sont en Dyneema gainées avec des reflets lumineux la nuit. C'est extrêmement solide. Cette partie est en Dyneema ordinaire avec un petit mousqueton et un petit crochet. Et quand on est à marina en longside, donc avec le ponton ici, on ouvre ici et on descend par là. Le problème, vous allez voir, c'est que le franc-bord, il doit faire quelque chose comme 2 mètres. Ça veut dire que parfois, il est difficile de descendre. Quand il est difficile de descendre, on attache ça aux filières ou aux chandeliers. C'est un pare-battage, c'est extrêmement solide. C'est du plastique souple, il y a de l'air dedans, hein, donc ça ne s'abîme pas vraiment. Ça fait plusieurs années qu'on l'a, celui-là. On l'a pris 1, 2, 3, 4, 5 marches. En vrai, voilà, 5 marches, je me recule un peu. C'est trop grand, 3 suffisait amplement. Attaché le long du bord de Tiama nous permet de monter et descendre sur un ponton quand on est en longside en marina ou quand on est en train de faire le plein sur un ponton quelque part. Le bon choix, oui, les portes de chaque côté, des deux côtés du catamaran, et ça pour monter et descendre, c'est très pratique.
Une autre question, elle porte sur ce qu'on appelle chez les anglo-saxons les dolphin seats. Ce sont ces petits sièges qu'on trouve à l'avant des catamarans, tout à fait sur l'étrave, presque à l'aplomb de l'étrave, et puis qui sont utilisés pour prendre l'air quand on est en navigation, et puis le côté classique pour s'asseoir et admirer les dauphins quand les dauphins viennent se balader devant l'étrave du bateau. Il n'y en a pas sur Tiama, ça n'est pas un choix de notre part, ça n'était pas proposé par le chantier. Certains outre-mer en sont équipés, mais les modèles récents n'en ont pas. Pendant un temps, j'en avais demandé, ça m'a pas été accepté pour diverses raisons, des raisons techniques, des raisons peu importe, je n'entrerai pas dans les détails. J'ai regretté au départ de ne pas en avoir, et puis à la longue on s'est rendu compte qu'on s'en serait pas servi. Donc pas de regret de notre part. Si on veut aller se balader à l'avant, notre trampoline avec les petites mailles, il est excellent, il est parfait, donc on peut aller s'asseoir à l'avant et puis regarder le dauphin quand il y en a sans aucun problème. Être assis très en avant sur les étraves, il y a toujours un petit risque de tomber. Bon, c'est quelque chose qu'on évite, on n'est que deux sur le bateau, on ne prend pas ce genre de risque. C'est un bon choix si vous l'avez, si vous ne l'avez pas, probablement vous ne le regretterez pas. Une autre question intéressante porte sur l'annexe. Je vous l'ai déjà dit, l'annexe de Tiama, elle est super, mais elle est très lourde et bon, c'est pas forcément un bon choix et c'est pas forcément un mauvais choix. Et la question d'Antoine, c'est pourquoi ne pas avoir choisi une annexe en carbone ou une annexe légère, une AST Tender, une OC Tender, celles qui sont faites fabriquées en Afrique du Sud ou en Nouvelle-Zélande, je crois, enfin bref, qui équipent beaucoup de catamarans outre-mer d'ailleurs, parce qu'elles sont modernes, elles sont rigides, elles sont solides, elles ne sont pas gonflables. Et l'annexe en elle-même, la coque de l'annexe en elle-même, elle doit faire peut-être 10 ou 15 kg de moins que l'annexe à double plancher aluminium gonflable que nous avons de chez Highfield. 10 à 15 kg de moins, ça ne changerait pas la vie. Ces annexes-là, c'est rien, c'est le panneau de pont que j'ai ouvert tout à l'heure qui vient de se refermer. Ces annexes-là, le moteur dessus, il fait tout de suite 50 kg, donc on en est facilement à 90-100 au total. Épuré, sans console, sans rien de plus. On rajoute 20 litres de poids pour la nourrice, ça fait 100-120 kg. Et puis voilà, une annexe comme ça, effectivement, avec difficulté, on pourrait la sortir de l'eau et la remonter sur la plage. C'est plus cher, mais sur des budgets pareils, sur des bateaux comme ça rentre pas vraiment en ligne de compte, hein, malheureusement. Je me suis posé la question. À l'époque, les propriétaires que je connaissais qui avaient ces annexes-là en étaient contents. Mais finalement, une fois qu'on embarque toutes les affaires, c'était pas forcément plus facile à bitcher que celle que nous avons. Ça s'abîme plus facilement puisque c'est rigide, donc le moindre choc ça raye la coque. Enfin, bon, bref, il y a à prendre à laisser dans ces choix-là. C'est une bonne option. Je le redis, si je devais changer d'annexe, je pense que je reprendrais une gonflable avec un plancher aluminium, pas forcément un double plancher, mais une gonflable avec un plancher aluminium pour bien passer dans l'eau et un moteur 20 chevaux minimum pour pouvoir abattre du chemin quand on a du chemin à faire, ce qui nous arrive souvent. L'autre partie de la question d'Antoine portait sur le moteur et il m'a demandé pourquoi ne pas avoir pris un moteur 2 temps beaucoup plus résistant, plus facile à entretenir, plus polyvalent. La réponse est simple, les moteurs 2 temps ils sont interdits de vente et donc en neuf en Europe. On a tous demandé un moteur 2 temps et on ne peut pas en avoir. On peut encore en trouver dans les Caraïbes, mais dans les Caraïbes ça fait 6-8 mois qu'on est parti. On a tous notre moteur qui est sur l'annexe, c'était pas possible. Donc moteur 2 temps, niet. Si je devais changer d'annexe, j'en achèterais une dans les Caraïbes avec un moteur 2 temps, oui probablement, mais c'est pas d'actualité. La question suivante porte sur les pare-battages, je vous la lis. Alors pare-batte, type et stockage, je vais prendre du gonflable car je n'ai pas les soutes aussi grandes que celles de l'Outremer 55. Nous elles sont grandes mais elles sont pleines. Selon vous, quel est le jeu de pare-batte idéal entre rond et cylindre, taille et type? J'envisage 2 gros pare-battages ronds et une dizaine de verticaux d'1 mètre environ, tous gonflables. Alors la réponse pour Tiama,
Donc les pare-battages sont un peu plus grands sur Tiama puisque c'est un grand catamaran. La réponse pour Tiama est livré avec 8 pare-battages boudins gonflables. C'est Fendertex qui fait ça. C'est excellent. C'est excellent. Et on a, je vais vous le faire voir, un pare-battage rond qui nous sert quand on fait un accostage, un appontage en longside, avec le ponton parallèle à Tiama pour pouvoir prendre appui sur la poupe du bateau, poser le bateau sur le pare-battage rond et pivoter autour. Donc voilà les pare-battages gonflables que nous avons. Il faut le savoir, ils ont été gonflés il y a plus d'1 an, on les a jamais dégonflés. On s'en sert pas très souvent, en fait, même rarement, et la prochaine fois qu'on ira en marina, ça sera dans longtemps, on gagnerait à les dégonfler et on gagnerait de la place dans les soutes. Donc ils doivent faire quelque chose comme 1 mètre, je mets mon pied dessus, vous aurez l'échelle. Voilà, ils doivent faire quelque chose comme 1m20, 1m30 de long et 60-70 de diamètre. C'est gros, c'est très résistant, ça s'use pas vraiment, on en est très content. Celui-là il nous sert pas de pare-battage en réalité, il sert de marche. Et le rond, je vous amène voir, parce que lui, comme on peut pas le mettre en soute à moins de le dégonfler et qu'on a eu la flemme de le dégonfler, il est là, à l'arrière, à sa place en fait. Voilà, c'est ça. Ça, pour un catamaran, 2 c'est pas la peine. 1 seul suffit pour les manœuvres. 2 c'est un de trop, il ne servirait pas. Mais 1 oui, c'est nécessaire. Ces pare-battages sont très résistants, il faut juste faire attention à tout ce qui pourrait les poinçonner et faire un trou dedans. Parce que c'est un petit peu plus fragile forcément que les gros pare-battages en PVC qu'on connaît tous. Mais c'est beaucoup plus léger, ces pare-battes là sont vraiment très légers, donc c'est un très bon choix. C'est cher, mais c'est un très bon choix et très durable. Il faut faire gaffe également quand on les met en manœuvre à éviter d'être proche de l'échappement du bateau. Parce que les échappements de nos moteurs envoient de l'air qui peut être très chaud. L'enveloppe en plastique à l'intérieur de ces pare-battages là, elle n'aime pas ça. J'en ai déjà vu un pour lequel il y avait une espèce de hernie qui s'était faite autour d'une couture. Voilà, faut en prendre soin, mais sinon c'est très résistant. Au niveau dotation, Tiama a été livré avec 8 de ces pare-battages. C'est amplement suffisant, on n'en a jamais manqué. Quand on s'installe quelque part en marina, cul-à-quai, on en met 4 de chaque côté. Et si c'est moi qui suis à la manœuvre aux commandes, Béatrice a l'un des pare-battages plats que je vous ai montré dans la précédente vidéo en pare-batte volant en cas de besoin. Mais 8 c'est amplement suffisant, on n'a jamais eu besoin de plus. Ils sont assez grands pour tout ça. En fait on n'en a plus que 7 puisqu'on s'en est fait taxer un avant qu'on parte à la Grand Motte par nos voisins qui en avaient un qui avait été endommagé. Et je pense que quand ils sont partis à tôt le matin, ils ont détaché l'un des nôtres et ils sont partis avec. Une autre question intéressante, c'est sur la protection du cockpit que nous avons sur Tiama. La question c'est, mais pourquoi avoir fait le choix d'avoir des panneaux en mèche, donc légèrement troués, des ombrages, nous on les appelle les ombrages, et par-dessus on installe les PVC, les petits plastiques, les petits plexis qui nous protègent de la pluie. Pourquoi ne pas avoir fait le choix inverse d'avoir des panneaux translucides comme du vitrage sur une maison, et quand on en a besoin on descend les ombrages? Alors c'est simple, la réponse elle est simple, on n'a pas le choix, c'est proposé d'office comme ça par Outre-mer, et je pense que c'est le bon choix. Pourquoi? Parce que ces panneaux, ils nous protègent un petit peu du vent quand il y a du vent, mais quand on est au mouillage, bien évidemment, le vent vient des étraves de la proue du bateau, donc c'est pas très gênant. Ils nous protègent en revanche du soleil, et ça c'est important parce que le soleil potentiellement il tourne dans tous les sens quand on est au mouillage, on ne sait jamais vraiment dans quel sens il va être. Le fait que ces panneaux soient à demeure en mode ombrage, c'est important. Quand on a réceptionné Tiama, sincèrement, les premiers temps,
à chaque fois qu'on partait en navigation, on roulait tous ces panneaux pour avoir une vue complète dégagée autour de nous, pour être sûr de voir les obstacles, le bateau, de passer d'un côté à l'autre sans problème, de bien comprendre tout ce qui se passait. Ça, c'était pour la prise en main. Depuis que nous avons quitté la Grande Motte pour notre grande croisière, donc ça fait 1 an maintenant, à quelques jours près, on les a quasiment jamais roulés. Parfois, il nous est arrivé de retirer ceux qui sont au poste de barre, là, ceux qui sont là, pour pouvoir bien voir les écrans et bien se débarrasser des cordages quand on fait les manœuvres de mise en route. Mais c'est très rare. Ceux-là, on les a jamais enlevés, ceux-là non plus, et ceux de l'arrière non plus, on les roule même pas. Donc le mode ombrage en standard, c'est le bon choix. Les plexis, on ne les descend que quand il pleut. Pourquoi? Parce que ça fait un environnement étouffant, sinon il n'y a pas d'air qui circule dans le bateau si les plexis sont descendus. Donc quand il pleut, ça peut faire hammam, comme je disais dans la précédente vidéo. Le reste du temps, les plexis en temps normal sont remontés et au besoin, comme ici, les panneaux sont juste ouverts pour laisser circuler l'air et ça suffit amplement. Donc le côté ombrage, si vous avez un choix à faire, privilégiez l'ombrage et faites poser des plexis transparents de protection contre la pluie par-dessus. Ça a été très bien fait sur Tiama. Franchement, c'est de la très bonne qualité, c'est très joliment fait. Nos plexis, ils sont zippés. Donc si besoin, s'il y en a qui se déchirent ou qui devient jaune avec le temps, on peut les faire refaire. Quand ils sont roulés, on a les petites cordelettes pour les attacher ici, ça permet de les tenir. Les occultants, ils occultent suffisamment, c'est très bien. Alors j'en profite pour ceux qui commandent un catamaran, faites poser des occultants sur le côté aussi. C'est la même chose, hein. Ce sont des panneaux micro-perforés. Donc s'il y a du vent, ça ne s'en va pas. On les avait retirés quand on a attendu la tempête tropicale Brett, mais en fait ça aurait tenu, il n'y a pas de souci. Et la même chose ici sur les panneaux avant. Là on les a ouverts pour avoir une visibilité puisqu'on a pris du mauvais temps ces derniers jours, donc c'était pour voir si les bateaux en face de nous ne décrochaient pas, mais il n'y a pas de bateau en face de nous. Donc les ombrages, c'est vraiment une question de qualité de vie sur un catamaran, sur un monocoque aussi, mais comme on est à l'intérieur, c'est moins prenant. Sur un catamaran, faites poser des ombrages sur vos panneaux vitrés, c'est vraiment important. Notre question porte sur les installations techniques du bateau, sur le pilote automatique. Avez-vous un système de redondance? J'envisage un système en double totalement indépendant, mais c'est peut-être un peu exagéré. Pour avoir vécu en solo une panne totale du pilote et de tous les instruments suite à la foudre, je suis plutôt sensible à ce sujet. Quelle est votre configuration? On a pris la foudre à la Grande Motte avant de partir, ça nous a retardé d'1 mois, ça nous a coûté un petit peu cher et ça a coûté une fortune à l'assurance. Donc oui, c'est quand même sensible. Le pilote automatique, il n'y a pas à tortiller quand on est en traversée, c'est lui qui tient le bateau presque 100% du temps. Il ne faut pas se voiler la face. Quand il y a du très mauvais temps, quand le pilote décroche, qu'on ne sait pas vraiment le régler, on peut avoir quelqu'un à la barre. Mais ce pilote, il est là pour tenir le bateau, puisqu'on est censé tous naviguer dans des conditions navigables. On n'est pas en course croisière, on n'est pas dans la Fastnet de 79. Donc on cherche des conditions agréables de navigation. Mais on n'est pas à l'abri d'une panne, effectivement. Donc oui, sur Tiama, on a 2 systèmes. On a le pilote automatique principal BNJ, qui est couplé à toute l'instrumentation et qui nous tient le bateau parfaitement bien, gros vérin à l'arrière hydraulique, enfin vraiment c'est très bien fait. Et on a un pilote de secours Raymarine, une autre marque, qui n'est pas couplé aux instruments du bateau, donc il ne fonctionne qu'en mode cap en fait, c'est tout, hein. Une fois qu'on lui dit tu tiens, bah, il tient. Il est totalement indépendant, il est sur un des côtés, c'est un petit vérin indépendant, on l'a déjà testé, ça fonctionne bien. C'est en cas de pépin, on a un pilote de secours. C'est un petit peu comme si on avait un équipier corvéable à merci pour tenir le cap sur le bateau, le temps de se rapprocher, de se sécuriser, de réparer ou d'aller en marina. Donc ça n'est pas trop de prévoir un pilote automatique de secours quand on prévoit de partir en grande croisière, voire en tour du monde. Je ne dirais pas que c'est nécessaire, c'est peut-être orgueilleux de ma part parce que j'ai pas assez d'expérience, mais je pense que si, c'est nécessaire.
Toujours dans la technique, mais j'ai donné la réponse dans la vidéo, dans l'avant-dernière vidéo. Avez-vous songé à installer un panic button, un coupe-circuit pour couper l'alimentation de tous les winches d'un coup? Note, lors d'une nave l'autre jour, j'ai vu un winch électrique devenir fou, c'est impressionnant. Ah oui, j'en parlais l'autre jour. Finalement, ça fait pas mal de témoignages que j'ai sur les winches électriques qui se déclenchent tout seuls ou qui veulent pas s'arrêter. C'est un peu flippant quelque part. Donc non, on n'a pas de panic bouton parce que je ne savais pas, je ne connaissais pas le problème. Sinon, bien évidemment, lors de la construction de Tiamat, j'en aurais fait poser un, soit un général qui coupe tous les winches et après le temps de disjoncter ou de découpler celui qui ne marche pas, ou un par winch selon comment l'installation électrique est faite, je ne sais pas. Je me renseignerai, je poserai la question Outre-mer pour qu'ils me donnent des directives et je ferai faire ça dans probablement ici aux marins lors d'une prochaine visite. Mais oui, c'est quand même quelque chose d'important, je l'ai exprimé dans l'autre vidéo, ça peut être lourd de conséquences. C'est un très bon choix. Antoine me pose la question, électricité, est-ce que vous avez regardé le système Integrel? Je vais en faire installer un. Est-ce que tu as un retour d'expérience? Ce serait super. Non, Integrel, c'est une espèce d'alternateur spécial un peu technique qui se branche sur les moteurs, sur l'un des moteurs du bateau, donc les moteurs de propulsion, et qui dispense d'avoir un moteur d'appoint, donc un groupe électrogène d'appoint avec son propre alternateur. Donc non, on n'a pas ça puisqu'on a un groupe électrogène complet à bord sur Tiamat. On aurait pu faire installer un système Integrel si j'avais connu, mais sur le principe, ça oblige à mettre en route l'un des moteurs du bateau. Pourquoi pas, ça charge mieux que les alternateurs de nos bateaux, c'est clair, bien que sur Tiamat on est à des gros alternateurs, donc ça charge pas mal. Le groupe électrogène, lui, il nous envoie quelque chose quand il est démarré, il est à vitesse et à charge variable, il nous envoie 160 ampères par heure dans les batteries. Je pense pas que le système Integrel aurait fait ça sur nos moteurs Volvo qui consomment 4 fois plus. Donc non, c'est pas un choix que j'aurais fait probablement. Mais on avait la place de mettre un groupe électrogène, donc la question est différente. Bon, c'est bien, vous êtes arrivé au bout. Vous aurez bientôt la suite des questions-réponses. Et il n'y a plus qu'à attendre. Bye bye.